Nous allons aujourd'hui lancer officiellement la deuxième étape d'une mission qui est elle-même essentielle, la mission Culture Acte 2. Cette concertation Culture Acte 2, j'ai voulu qu'elle soit la plus publique, la plus ouverte et la plus multiforme possible. C'est pourquoi les débats ne seront pas à huis clos. Ces débats ne seront pas parisiens, ils ne seront pas non plus exclusivement franco-français, puisque c'est évidemment partout en France que se joue la révolution numérique, mais aussi partout en Europe, évidemment partout dans le monde. En tout cas, nous allons nous concentrer déjà sur les enjeux européens. Alors je voudrais d'abord revenir sur l'enjeu historique que constitue la démarche qui est entreprise par le gouvernement. Alors l'intitulé n'est pas anodin, Culture Acte 2. Il s'agit d'avoir une approche qui soit donc transversale, qui permette de toucher tous les secteurs artistiques. Alors évidemment, parce que tous les secteurs sont touchés à différentes périodes par les innovations numériques. Évidemment, la musique, c'est la première à avoir vécu cette transition, le cinéma, l'audiovisuel, la presse et le livre aujourd'hui, la photo aussi, bien sûr. C'est une approche qui doit prendre en compte aussi les rapports qui existent entre les créateurs, les industries culturelles et créatives et les internautes, c'est-à-dire en fait le public. Il s'agit donc de refonder les instruments de notre politique culturelle. Quand on parle du numérique, on parle de la création, on parle souvent de la création uniquement à travers le prisme des droits des auteurs, qui est évidemment un sujet majeur, mais il faut aussi s'intéresser à cette culture numérique qui est particulièrement développée, de l'émergence d'un art numérique qui irrigue progressivement toutes les disciplines culturelles et de l'art en réseau. Et donc il faut commencer par saluer la richesse nouvelle qu'apporte le numérique et prendre en considération les formes inédites, par exemple les formes de création collective qui sont rendues possibles par les technologies numériques. La mission devra évidemment aborder la question de la lutte contre le téléchargement illégal, qui reste bien entendu un objectif fondamental. Il faut aborder cette question de la protection des droits des auteurs, non pas en termes de conflit, d'opposition entre les artistes et les publics, mais bien dans une approche collective d'intérêt commun. L'innovation culturelle est donc un facteur de croissance et aussi un gisement d'emploi. Il faut donc construire un équilibre qui soit sain, qui soit juste, entre l'ensemble des acteurs qui constituent cette nouvelle chaîne de valeur qui est en train de se déployer. Nous trouverons et nous œuvrons à constituer des alliances pour promouvoir cette idée d'une exception culturelle européenne au service de la diversité culturelle et à l'ère du numérique. Donc tous ces enjeux sont évidemment cruciaux et c'est pourquoi je suis très heureuse d'avoir confié cette mission à un homme qui est un homme de culture, un homme qui, par son expérience variée, diverse, riche, saura entendre tous les points de vue, un homme d'ouverture d'esprit, un homme d'écoute, et aussi qui a toujours su faire preuve de créativité. Le débat ne pouvait se circonscrire à pour ou contre Hadopi. Il fallait d'abord adapter à l'ère du numérique qui va galopant, adapter nos systèmes qui datent des années 80, à la fois les renouveler, non pas seulement les préserver, j'entends souvent qu'on nous reproche de vouloir maintenir une survie de tous les systèmes existants, il s'agit avant tout de les faire évoluer pour pérenniser cette diversité, cette équité et cette quantité de produits culturels. On parle beaucoup du cinéma alors que le cinéma français va très très bien aujourd'hui, mais il faut en permanence dans notre mission se projeter à 5 ou 10 ans, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, il est évident que la quantité de films, la diversité des films et singulièrement leur diversité de contenu, leur diversité éditoriale sera entamée par les difficultés économiques. Peut-on lutter contre le téléchargement sans doper, sans diversifier, sans multiplier, sans rendre évidente et joyeuse, séduisante et abordable, raisonnable, une offre légale massive. Vous l'avez dit, je rejoins totalement vos propos, c'est évidemment le maître mot, et pas seulement s'agissant du cinéma ou des contenus audiovisuels. La musique a déjà fait un très grand effort en matière d'offre légale. Elle est en train d'approcher un modèle qui ne sera jamais celui des années d'or, mais qui commence à approcher
d'un certain équilibre, plus réduit, plus contraignant, mais un certain équilibre économique. Il faut accompagner la musique, vous avez commencé de le faire, la mission va y travailler aussi, évidemment avec un certain nombre de grandes sociétés de musique, mais beaucoup avec les indépendants qui sont forcément plus fragilisés avec cette explosion du numérique. Et à l'heure du numérique où il y a non seulement une multiplication presque innombrable des interlocuteurs et des poids divers dans ce mobile, mais il y a un acteur que vous avez évoqué et qui est majeur, ce sont les publics, les nouveaux usages. Et par rapport à ce que j'ai pu connaître dans les grandes négociations de l'exception culturelle acte 1 dans les années 80, c'est qu'on discutait entre ayants droit, diffuseurs, sous l'égide de l'État. Aujourd'hui, il y a toujours les créateurs, toujours les diffuseurs, mais il y a maintenant les géants de l'informatique, pour le dire vite, les géants du numérique. Et puis, il y a, toujours sous l'égide de l'État et de l'Europe, il y a les usagers. Notre dialogue avec l'Europe sera conséquent. Nous avons déjà, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, commencé à prendre des contacts avec les Allemands, bien sûr. Ils sont les plus structurés, les plus attentifs. Dans des domaines comme la musique, il est intéressant de voir les expériences suédoises. Nous suivrons aussi la manière dont les Pays-Bas se défendent sur la défense des créateurs d'une autre manière que nous, mais on a à apprendre de partout. Et en Grande-Bretagne, où nous avons beaucoup de différences, un certain nombre de travaux de l'Ofcom méritent d'être approchés et observés, et nous dialoguerons avec eux tous. Dès demain, commencent les auditions. Elles vont se poursuivre jusqu'à la fin décembre. Vous l'avez dit, Aurélie, nous allons voir énormément de gens. Je pense que d'ores et déjà, on peut considérer qu'il y aura plus d'une centaine d'auditions. Toutes ces auditions seront publiques, puisqu'on pourra les consulter en audio ou en vidéo sur le site. Également, simultanément avec les auditions, un blog participatif. Et là, nous attendons un maximum de contributions, un maximum de dialogue. Et durant toute la période de ces auditions, y compris les réactions aux prises de position que nous aurons entendues durant les auditions. Tout est ouvert. D'abord, les auditions, la concertation, et puis viendra, alors qu'approchera le printemps, le temps de la rédaction et des propositions. Vous avez eu une très belle formule en parlant d'offres graduées, comme il y a eu une riposte graduée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par offre graduée? Est-ce que offre graduée peut aller jusqu'à la licence globale? Deuxième question, vous avez évoqué des déplacements en province. Vous avez dit que vous allez recevoir parmi les grands acteurs américains Google, qui est représenté en France. C'était que quelques noms. Oui. Est-ce que vous allez éventuellement vous déplacer jusqu'aux États-Unis ou recevoir d'une manière ou d'une autre, ou avoir un dialogue d'une manière ou d'une autre avec des acteurs comme Netflix, comme Hulu, ou comme des fabricants de box et agrégateurs qui ont un modèle très particulier, comme Roku aux États-Unis? La réponse est oui à l'ensemble. On pourra, je vous mentirais et vous ne me croiriez pas si je vous disais qu'on verra tout le monde. Mais il est évident qu'au-delà de la discussion avec un certain nombre d'acteurs institutionnels américains, il faut rencontrer tous les grands acteurs. Netflix a déjà traversé l'Atlantique. Ils sont de l'autre côté de la Manche et un peu dans le Nord. Ils vont débarquer un de ces jours. Il faut discuter avec eux. Évidemment. L'essentiel. Alors, dans un secteur donné de développement du numérique, quelquefois, on verra qu'un seul acteur. Mais il s'agit de creuser les sujets, de voir jusqu'où on peut dialoguer pour ceux qui n'ont encore quasiment jamais dialogué avec l'exception culturelle française. Quant à l'offre graduée, il y a des choses qui m'apparaissent à moi, comme à celles et ceux de la mission, comme des évidences, mais je ne vais pas aujourd'hui donner trop de points de vue, alors que la mission qui m'a été donnée, c'est aussi la mission d'entendre les acteurs dans leur plus grande diversité, de dialoguer avec eux et d'essayer de trouver le point commun qui soit le plus grand dénominateur entre les distributeurs, les usagers, les ayants droit, pour le faire vite. Aussi, vos conclusions entraînent des mesures législatives. Est-ce qu'elles seront dans la loi audiovisuelle annoncée pour le 2013 ?
A priori, il n'y a pas nécessairement de concomitance, en tout cas entre la fin de la mission Culture Acte 2 et la loi audiovisuelle. Donc s'il faut des supports législatifs, ce sera, on les trouvera à ce moment-là, et que ce soit le projet de loi audiovisuelle ou d'autres, on verra. Mais c'est pas du tout... Aujourd'hui, c'est pas un élément dirimant. Vous avez cité pêle-mêle les personnes que vous allez auditionner, donc la SACD, Dailymotion, la Spedidam. Je voulais savoir à peu près à quel rythme, combien il y en avait par jour. Vous avez parlé aussi de l'importance pour vous de l'aspect participatif. Est-ce que certaines personnes qui n'ont pas été auditionnées pourront après cette date d'audition contribuer, parce qu'il y a toujours des mécontents dans ces cas-là? Je crains que devant la multitude des gens concernés, c'est-à-dire tout le monde, il y aurait forcément quelques mécontents. Mais il y a les auditions qui doivent couvrir au maximum l'ensemble du champ. Nous sommes conscients d'ores et déjà, nous toutes et tous ici, qu'il faudra faire des rencontres qui ne seront pas formellement des auditions, mais où certains individus, certaines personnalités, certaines personnes qui nous auront envoyé un point de vue sur le blog ou par d'autres voies et qui nous semblera être utile au débat, on les réunira, on aura des réunions régulières. Je pense qu'on en aura, j'en sais pas, une vingtaine, une trentaine, où on réunira à 3 ou 4, à 6, 7, 8, selon les cas, lorsqu'il y a à peu près des sujets communs. La mission rencontrera des gens qui représentent leurs idées et leurs usages. Et ça nous importe aussi d'avoir ces éclairages-là, que c'est un peu ce que vous évoquez. Donc, il y aura cet aspect des choses, et je l'ai dit, de janvier à mars, au moment où on travaillera sur la gestation, la construction des propositions que nous déciderons de cultiver, là on rencontrera de façon contradictoire, pratique, technique, beaucoup d'acteurs, parmi ceux qui auront été auditionnés et d'autres qu'on n'aura pas encore vus à ce moment-là. Je voudrais savoir si dans vos missions, vous allez vous pencher sur le problème de la disparité qui existe entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer en matière de cinéma, c'est-à-dire la non-extension du code cinématographique en outre-mer. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous allez traiter? Merci. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas strictement dans le périmètre de la mission, mais dès lors qu'il s'agit du véhicule du cinéma à travers le numérique, les distances sont plus tout à fait les mêmes. Donc c'est un aspect des choses qui peut nous être soumis pour qu'on en traite. Ma deuxième question concerne le projet de loi Google, Taxe Google 2.0 de Philippe Marini, du sénateur. Est-ce que ça rentre dans le champ de la mission? Merci. Les propositions de Philippe Marini, elles sont effectivement intéressantes. Il réfléchit beaucoup, notamment, il a réfléchi sur la fiscalité du numérique, sur que ce soit l'établissement virtuel stable. Enfin bon, ce sont des propositions qui sont absolument qu'il faut étudier et qui entrent tout à fait dans le champ de la mission. Ça montre d'ailleurs qu'il est possible d'envisager des mécanismes pour trouver une base fiscale à des entreprises virtuelles qui, sinon, échappent à la territorialisation et donc peuvent difficilement contribuer à la hauteur de ce qu'elles devraient au financement de la création. C'est bien ça l'enjeu, hein. On voit bien qu'on bute là-dessus, sur cette notion de virtualité. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible de trouver des solutions techniques face à cela. Aujourd'hui, on a une concentration de la valeur en bout de chaîne chez aussi bien les agrégateurs de contenu, les plateformes. On parle souvent beaucoup des fournisseurs d'accès, mais ce sont peut-être ceux qui sont le plus facilement aujourd'hui mis à contribution. Et donc, ce n'est pas forcément avec eux que les choses sont les plus difficiles. Alors, vous avez parlé effectivement des créateurs, c'est tout à fait fondamental. Vous avez beaucoup insisté également sur les gros distributeurs et les industries de distribution et bien évidemment sur les usagers. Mais je crois qu'en vous écoutant, il me semble qu'il y a un peu un point aveugle, ou alors peut-être faudra-t-il qu'il soit précisé, c'est effectivement, ce sont les éditeurs de magazines culturels, par exemple, sur les sujets que j'ai évoqués, mais il y en a d'autres domaines, évidemment,
et qui effectivement demandent un travail quotidien très très difficile, qui subissent de plein pied la question de la gratuité et qui n'ont pas trouvé, c'est notre cas par exemple, qui n'ont pas trouvé de modèle économique. Et je crois que l'homme, il y a dans le domaine de la culture, il y a des grandes institutions évidemment, mais aussi, surtout dans l'Internet, la vitalité, la créativité quotidienne, effectivement, et ces structures-là, de sites Internet, je crois que c'est absolument fondamental. J'ai rien contre les grands hébergeurs, les grands fournisseurs, etc. J'ai rien contre a priori. Dès qu'on sera séparés, on va tous taper sur les mêmes adresses pour aller utiliser leurs services et toutes leurs applis. Mais il n'est pas possible que l'ensemble du travail éditorial d'éditeurs comme vous et comme tant d'autres ne passe que par eux. Même s'ils ont souvent des beaux gestes généreux, parce que c'est bien dans l'image, on ne peut pas imaginer, à l'heure où le net ouvre tellement le champ, qu'il n'y ait que quelques acteurs. Et que des créateurs comme vous, des éditeurs comme vous, soyez contraints. Alors peut-être souvent de manière heureuse, mais le jour où ça l'est moins, il n'y a pas de contradiction possible, il faut qu'on trouve un autre équilibre. Tout change, sauf les principes. Défendons les principes. Avec un principe nouveau, celui de la défense de l'usager qui est devenu un acteur essentiel.